Baby Bud marin de Herman Melville. Réalisation Cédric Ossire. Avant l'époque des bateaux à vapeur, et bien plus souvent qu'aujourd'hui, un promeneur qui flânait le long des quais d'un port d'une certaine importance voyait de temps en temps son attention attirée par un groupe de marins burinés en permission et en vêtements civils, fraîchement débarqués d'un navire de guerre ou d'un bateau de marine marchande. Parfois ils encadraient ou entouraient comme un garde du corps quelques personnages particuliers d'un grade identique au leur mais dont l'importance était manifeste. Cette figure rayonnante était le beau marin de la glorieuse époque des navires militaires et marchands. Sans la moindre trace de vanité, mais plutôt avec la simplicité sans affectation d'une supériorité naturelle, il semblait accepter l'hommage spontané de ses camarades. Un tel astre aux yeux des siens, voilà ce qu'était Billy Budd, au regard céleste, âgé de 21 ans, marin de la flotte britannique vers la fin de la dernière décade du XVIIIe siècle. Peu de temps avant l'époque de ce récit, il avait rejoint la flotte, ayant été enrôlé de force dans les détroits, et était passé d'un navire marchand anglais qui rentrait au port à un vaisseau de 74 canons qui le quittait, l'Indomptable. Ce navire royal, ainsi qu'il n'était pas rare en ces temps agités, avait été contraint de prendre la mer sans que son équipage fût au complet. Attiré par Billy dès son premier coup d'œil, le lieutenant chargé de l'arraisonnement avait jeté son dévolu sur lui avant même que l'équipage du navire marchand fût rassemblé sur le gaillard d'arrière pour l'inspection. Et il n'avait choisi que lui. Soit que les hommes alignés devant lui aient fait pâle figure après Billy, soit qu'il ait eu quelques scrupules du fait que le navire marchand était à court d'hommes. Quoi qu'il en fût, l'officier se contenta de son premier choix spontané. À la surprise de l'équipage, quoique à la grande satisfaction du lieutenant, Billy n'émit aucune objection à sa capture. Mais il est vrai que toute objection aurait été aussi inutile que les protestations d'un chardonneret jeté dans une cage. Après que son homme fut descendu dans le canot et qu'il y eut suivi, l'officier de bord s'éloigna du droit de l'homme. C'était le nom du navire. À présent que le bateau glissait sous la poupe du navire marchand et que l'officier et les rameurs lisaient le nom qui y était peint, juste à ce moment-là, le captif se dressa d'un bond à la proue où on lui avait donné l'ordre de s'asseoir et, agitant son misérable chapeau en direction de ses compagnons silencieux qui le regardaient avec tristesse depuis le balcon de poupe, il leur adressa un signe d'adieu. Puis, saluant le navire lui-même, « Et adieu à toi, droit de l'homme !» « Assis, monsieur !» rugit le lieutenant kidnappeur, assumant instantanément toute la rigueur de son rang, tout en ayant quelques difficultés à réprimer un sourire. Cet enrôlement forcé, Billy semblait s'en accommoder comme il s'était toujours accommodé de la moindre vicissitude météorologique. Comme les animaux, et bien qu'il ne fût pas philosophe, il était cependant fataliste. Et peut-être aimait-il assez voir ses affaires prendre un tour aventureux qui promettait de lui ouvrir la voie vers des scènes nouvelles et des enthousiasmes guerriers. À bord de l'Indomptable, notre nouvelle recrue fut immédiatement évaluée matelot breveté et assignée à la bordée de tribord de la Grande Une. Bien que le tout nouveau gabier fût bien reçu dans la Une et sur les ponts batteries, il n'était plus vraiment l'astre resplendissant qu'il avait été parmi les équipages moins nombreux de la marine marchande, les seuls qu'il eût fréquentés jusqu'ici. Il était jeune, et malgré son physique pleinement développé, il paraissait plus jeune qu'il ne l'était réellement en raison d'une expression adolescente qui persistait sur son visage encore lisse, dont le teint était au naturel d'une pureté quasi féminine, mais où, à cause de ses voyages en mer, le bouton de rose avait tout à fait disparu et avait bien du mal à percer sous le hâle. Chez quelqu'un de si profondément novice dans les inextricables complexités et artifices de la vie en société, la transition abrupte entre sa première sphère, toute simple, et le monde plus vaste et plus expérimenté d'un grand vaisseau de guerre aurait très bien pu provoquer quelques confusions s'il y avait eu dans son caractère la moindre trace de prétention ou de vanité. En tant que beau marin,
la position de Billy Budd à bord du 74 Canon était assez similaire à celle d'une beauté campagnarde qui se trouverait transplantée dans les cercles mondains de la cour. Mais il ne s'en souciait guère, tout comme il remarquait à peine que quelque chose chez lui provoquait un petit sourire amusé et ambigu sur un ou deux visages plus rudes. De par sa constitution personnelle, à quoi s'ajoutaient les influences de sa condition, Billy était, sous de nombreux aspects, à peine plus qu'une sorte de modeste et honnête barbare, assez semblable peut-être à ce qu'avait dû être Adam avant que le serpent doucereux se fût prosterné devant lui. On se permettra de signaler ici quelque chose qui pourrait corroborer la doctrine de la chute de l'homme, doctrine largement ignorée aujourd'hui. Bien que notre beau marin eût autant de beauté masculine qu'il fût possible d'en trouver en n'importe quel lieu, il y avait en lui quelque chose qui n'allait pas. Il ne s'agissait pas d'une tache visible, mais d'un défaut d'élocution qui l'embarrassait. Bien qu'à l'heure où les éléments et les périls se déchaînaient, il fut tout ce qu'un marin doit être. Cependant, après une soudaine provocation ou une puissante émotion, sa voix manifestait une hésitation organique, à vrai dire plus ou moins un bégaiement. L'aveu d'une telle imperfection devrait être la preuve que le beau marin n'est pas présenté ici comme un héros conventionnel, et aussi que l'histoire dont il est le personnage principal n'est pas un simple roman. À l'époque de l'enrôlement forcé de Billy Budd sur l'Indomptable, ce navire était sur le point de rejoindre la flotte de Méditerranée. La jonction allait s'effectuer quelques jours plus tard. C'était l'été 1797. En avril de cette année-là avaient éclaté des troubles sur les navires de guerre du Spithead, suivis en mai par un second embrasement encore plus sérieux au mouillage de la Nord. Cette dernière est connue sous le nom de Grande Mutinerie, et l'épithète n'est pas excessive. Pour l'Empire, la mutinerie de la Nord fut ce que serait pour Londres une grève des pompiers si un incendie général la menaçait. Mais à bord du 74 Canon dans lequel à présent Billy se balançait dans son hamac, peu de choses dans la conduite des hommes et rien dans celle des officiers n'aurait laissé penser à un observateur ordinaire que la grande mutinerie était un événement récent. Dans leur attitude et leur conduite générale, les officiers d'un navire de guerre suivent celle du commandant, tout au moins s'ils possèdent sur eux l'ascendant qui doit être le sien. L'honorable capitaine Edward Fairfax Vere, pour lui donner son titre complet, était un homme d'environ 40 ans et un marin distingué, même en cette époque riche en héros maritimes. Bien qu'il appartînt à la grande noblesse, son avancement n'était pas uniquement dû à cette circonstance. Il avait beaucoup servi et avait participé à de nombreuses batailles, se comportant toujours comme un officier au jugement sain et à la calme intrépidité, parfaitement versé dans la science de sa profession, hardi jusqu'aux frontières de la témérité, mais jamais irréfléchi. Pendant les traversées où rien n'exigeait qu'il exerçât son autorité, il était le plus placide des hommes. N'importe quel terrien qui, à la vue de ce gentleman de stature moyenne, sans signe distinctif remarquable, aurait noté la déférence silencieuse des officiers qui se retiraient sous le vent, aurait pu le prendre pour un invité du roi en personne, un civil à bord du vaisseau royal, quelque envoyé hautement honorable et discret qui allait rejoindre un poste important. Il n'est pas nécessaire ici de décrire en détail les lieutenants, officiers d'infanterie de marine et autres officiers spécialisés de l'état-major du capitaine, ni de mentionner aucun des officiers brevetés. Mais parmi les seconds maîtres se trouvait un homme qui, étant donné le rôle qu'il va jouer dans cette histoire, mérite notre attention. Nous allons essayer de brosser son portrait sans promettre d'y parvenir tout à fait. Il s'agissait de Claggart, le capitaine d'armes, une sorte de chef de la police chargé du maintien de l'ordre dans les populeux ponts-batteries inférieurs. Claggart était un homme d'environ 40 ans, plutôt long et maigre, mais d'un aspect dans l'ensemble plaisant. Son apparence et ses manières suggéraient si précisément une éducation et une carrière tout à fait incongrues en regard de sa position actuelle que, lorsqu'il n'était pas en fonction, on eût dit une personne de haute distinction qui, pour quelques raisons personnelles, se déplaçait incognito. Parmi certains cancaniers grisonnants du gaillard d'avant courait une vague rumeur selon laquelle ce si distingué capitaine d'armes était un chevalier qui s'était volontairement engagé au service de Sa Majesté pour se racheter d'une mystérieuse et mondaine escroquerie dont il avait été convaincu à Londres.
Ce qui n'était pas un ragot, mais un fait avéré, c'est que si Claggart était entré dans la marine en étant affecté en tant que novice aux postes les moins honorables de l'équipage d'un navire de guerre, à savoir les corvées, il n'y était pas resté longtemps. Les hautes capacités qu'il avait aussitôt montrées, sa sobriété naturelle, sa déférence gracieuse envers ses supérieurs, associée au singulier génie inquisiteur qu'il manifestait en certaines occasions, tout ceci, couronné par l'espèce d'austère patriotisme dont il faisait preuve, le fit rapidement progresser vers la position influente qu'il occupait à présent sur le 74 canons. De ce chef de la police maritime, les caporaux d'armes, ainsi qu'on les appelle, étaient les subordonnés immédiats et dévoués à un point presque incompatible avec un plein et entier libre arbitre moral. La vie dans la Grande Une convenait bien à Billy Budd. Là, lorsqu'il n'était pas effectivement engagé sur les vergues plus hautes, les gabiers, qui avaient été sélectionnés pour ce poste en fonction de leur jeunesse et de leur agilité, constituaient un club aérien dont les membres, confortablement installés contre les plus petites des bonnettes enroulées en forme de coussin, bavardaient comme des dieux paresseux et plaisantaient souvent sur ce qui se passait dans le monde agité des ponts au-dessous d'eux. Rien d'étonnant à ce qu'un jeune homme du tempérament de Billy fût parfaitement à l'aise dans cette société. Il n'offensait jamais personne et répondait toujours aux devoirs. Ainsi s'était-il toujours comporté dans la marine marchande. Mais il montrait à présent un tel zèle que ses camarades se moquaient parfois gentiment de lui. Cet extrême empressement avait une cause, qui était l'impression que lui avait laissée la première punition publique à laquelle il eût jamais assisté sur la passerelle et qui avait suivi le jour de son enrôlement. Elle avait été administrée à un marin du Gaillard d'arrière absent de son poste au moment où le navire virait de bord, ce qui avait considérablement gêné la manœuvre, laquelle réclamait la plus grande promptitude pour larguer et amarrer. Lorsqu'il vit le dos nu du coupable lacéré de zébrures rouges sous les morsures du fouet, et pire encore, lorsqu'il remarqua l'expression sur le visage du marin une fois libéré au moment où, sa chemise de laine jetée sur lui, il quittait précipitamment les lieux, Billy fut horrifié. Il décida que jamais, par négligence, il ne se rendrait passible d'un tel châtiment, ni ne ferait ou n'omettrait quoi que ce fût qui pût lui valoir ne fût-ce qu'une remontrance verbale. Quelles ne furent donc pas sa surprise et son inquiétude lorsqu'il finit par découvrir qu'il s'était mis parfois en situation d'être réprimandé à propos du rangement de son sac ou de quelque chose qui clochait dans son hamac, question qui relevait de la surveillance policière des caporaux d'armes des ponts inférieurs et qui lui avait valu d'être vaguement menacé par l'un d'eux. Lui qui était si attentif à tout, comment cela avait-il pu lui arriver? Il ne pouvait le comprendre, et cela lui causait une vive contrariété. Lorsqu'il en parlait à ses camarades des Unes, de jeunes gens comme lui, ceux-ci étaient incrédules ou alors ils s'amusaient de son anxiété. Or, il y avait à bord un vétéran que le poids des années commençait à rendre inapte à des travaux plus physiques et qui de ce fait venait d'être affecté pour son quart au grand mât. Le gabier de Grande Une avait lié connaissance avec lui, et à présent qu'il se trouvait quelque peu contrarié, il lui vint à l'esprit que ce pouvait être là le genre d'homme susceptible de le conseiller avec sagesse. C'était un vieux Danois depuis longtemps anglicisé dans la marine, un homme aux verbes rares, aux rides nombreuses et aux cicatrices honorables. Il y avait chez lui une importante tendance à l'humour pince sans rire, ou à quelque chose d'approchant, et que ce soit par une bizarre et patriarcale ironie à l'égard de la stature athlétique de Billy, ou pour quelque autre raison, il s'adressait invariablement à lui en substituant « baby » à Billy. Et donc, cherchant son étrange mentor suite à la mystérieuse petite affaire qui le contrariait, Billy le trouva au repos pendant son petit quart, ruminant dans sa barbe, assis sur une caisse de munitions de la batterie supérieure et observant d'un regard quelque peu cynique les marins qui se promenaient par là. Billy lui fit part de ses soucis, se demandant à nouveau comment cela avait pu se produire. Le devin des mers l'écouta attentivement, accompagnant le récit qu'on lui faisait de bizarres tremblements de ses rides et d'énigmatiques petites étincelles de ses yeux noirs de jet. Arrivé à la fin de son histoire, le gabier demanda « Et maintenant, dis-moi donc ce que tu en penses ?» Le vieux Danois, relevant la visière de son coupe-vent et massant doucement sa cicatrice à l'endroit où sa partie supérieure s'enfonçait dans ses cheveux clairsemés, répondit laconiquement «
Baby Bud, Jimmy Longjambe, c'est-à-dire le capitaine d'armes, en a après toi. » Peu de temps après, un léger incident vint confirmer cette information. À midi, le navire roulait dans sa course, et le gabier, qui déjeunait en bas et participait à une conversation animée avec ses compagnons de gamelle, renversa, en raison d'une soudaine embardée, la totalité de son plat de soupe sur le pont qui venait d'être lavé. Il se trouva que le capitaine d'armes, sa badine de jonc à la main, était en train de passer le long de la batterie à l'emplacement où se tenait la gamelle et que le liquide graisseux se déversa juste sous ses pieds. Il l'enjamba et s'apprêtait à poursuivre son chemin sans plus de commentaires puisque, vu les circonstances, il n'y avait rien de particulier qui méritât d'être relevé, lorsqu'il remarqua qui était à l'origine de cet incident. Son attitude changea. Il s'arrêta, fut sur le point d'adresser quelques remarques hâtives au marin, mais il se reprit et, désignant le ruisseau de soupe, le tapota par derrière du bout de sa badine et lui dit « C'est du beau, mon gars. À beau garçon, bel ouvrage. » Et il repartit. Billy ne remarqua pas, car il se trouvait hors de son champ de vision, le sourire involontaire, ou plutôt une sorte de grimace qui accompagnait ces mots, tirant sèchement vers le bas les fines commissures de ses lèvres bien formées. Mais chacun prit sa remarque comme une forme d'humour, et comme de plus elle émanait d'un supérieur, tous étaient tenus d'en rire, ce qu'ils firent. Bien entendu, Billy se joignit à ce rire, et bien qu'il ait sans doute été un peu piqué au vif par l'allusion à son état de beau marin, il s'adressa à ses compagnons de gamelle en s'écriant « Alors, qui dira maintenant que Jimmy Longjambe en a après moi ?»« Et qui donc a dit ça, beauté ?» demanda un marin quelque peu surpris. Sur quoi le gabier eut l'air un peu sot en se souvenant qu'une seule personne lui avait suggéré l'idée. Claggart était d'un aspect plutôt agréable. Son front, on l'a dit, était bien modelé, et le visage tout entier, à l'exception du menton, d'une beauté assez classique. Et chacun pouvait remarquer qu'il n'était pas insensible au fait que ses avantages lui servaient à se distinguer de la foule. La constitution de Billy relevait quant à elle d'une force animale, héroïque, et son visage, s'il était dépourvu de l'intellectualité de celui de Claggart, était cependant exempt d'un quelconque défaut dans ses traits. De plus, la chaleur de son cœur diffusait une lumière intérieure qui le rendait plus beau encore. Compte tenu du contraste marqué entre ces deux hommes, il est plus que probable que lorsque le capitaine d'armes avait lancé au marin le dicton « À beau garçon, bel ouvrage », il avait laissé échapper une allusion indiquant que ce qui, au départ, avait suscité son antipathie lorsqu'il avait vu Billy, était qu'il était envieux de sa beauté. Ce qu'est intrinsèquement l'envie, on peut le déduire du fait que, bien que les hommes plaident coupables pour des incendies, des meurtres et autres atrocités du même ordre, quelqu'un s'est-il déjà sérieusement accusé d'être envieux? Il y a dans l'envie quelque chose qui est universellement ressenti comme plus honteux pour l'individu et plus dégradant pour la nature humaine au sens large qu'un acte criminel, dont il n'est pas rare, lorsqu'elle est très développée, qu'elle soit l'instigatrice. L'envie qui habitait Claggart n'était pas une forme vulgaire de cette passion. S'il regardait de travers la belle apparence, la radieuse santé et la franche et juvénile joie de vivre de Billy Budd, c'était parce qu'il se trouvait qu'elles allaient de pair avec une nature dont Claggart sentait instinctivement qu'elle n'avait, dans sa simplicité, jamais voulu nuire à quiconque ni éprouver d'inutiles remords. Pour lui, l'esprit qui habitait à l'intérieur de Billy et qui creusait une fossette dans ses joues pleines, assouplissait ses articulations et dansait dans ses boucles blondes, c'était là ce qui faisait de lui un beau marin. À l'exception d'une autre personne, le capitaine d'armes était peut-être le seul homme à bord capable d'apprécier l'excellence morale de Billy Budd. Il reconnaissait en lui son exact opposé, et cette idée ne faisait que redoubler sa passion qui, revêtant diverses formes au plus profond de lui-même, se donnait parfois l'apparence du mépris, le mépris de l'innocence. Pourtant, d'un point de vue esthétique, il voyait bien le charme et le caractère désinvolte de tout cela, et il l'aurait volontiers partagé, mais il désespérait d'y parvenir. Peu de jours après le dernier incident relaté, quelque chose arriva à Budd qui le perturba davantage que tout ce qui s'était produit auparavant. C'était une nuit chaude. Le gabier, qui avait pris son quart en bas, sommeillait sur le pont où il était monté,
quittant son hamac torride suspendu parmi les centaines d'autres, si étroitement serrés les uns contre les autres au-dessus du pont batterie inférieur qu'ils avaient peu ou pas de ballants. Il était allongé à l'ombre comme à l'abri d'une colline, étendu à l'abri des baumes, pas loin du mât de misaine. Bientôt il se trouva hissé à un niveau de semi-conscience par quelqu'un qui, après s'être sans doute préalablement assuré que chacun dormait, lui toucha l'épaule et comme le gabier levait la tête, lui murmura rapidement à l'oreille « Glisse-toi dans les chaînes de haubans sous le vent, Billy. Quelque chose est en train de se préparer. Ne parle pas, fais vite, je te rejoins là-bas. » Et il disparut. Le gabier, comme beaucoup d'autres garçons dotés d'une bonne nature, avait les faiblesses inhérentes à cette bonne nature. Et parmi celles-ci figurait une incapacité à dire clairement non à une soudaine proposition si elle n'était pas totalement absurde ou inique ou présentée de manière inamicale. Tout comme son sentiment de peur, sa perception immédiate des choses était rarement très affûtée. De plus, dans le cas présent, il était encore somnolent. Quoi qu'il en fût, il se leva machinalement et, se demandant vaguement ce qui pouvait bien se préparer, se dirigea vers l'endroit désigné. L'étranger rejoignit bientôt Billy dans ce recoin à l'écart. La lune n'était pas encore levée, une légère brume dissimulait la lueur des étoiles. Billy ne pouvait distinguer clairement le visage de l'étranger. Cependant, quelque chose dans sa silhouette et son maintien lui indiquèrent, à raison, qu'il devait s'agir d'un homme du gaillard d'arrière. « Psst, Billy, » dit l'homme. « Tu as été enrôlé de force, hein ? Eh bien moi aussi. » Et il s'interrompit pour laisser ses paroles faire leur effet. Mais Billy, ne sachant que faire de cette information, ne répondit rien. Alors l'autre. « On n'est pas les seuls à avoir été enrôlés de force, Billy. On est toute une bande. Est-ce que tu pourrais nous donner un coup de main ?»« Qu'est-ce que tu veux dire ?» demanda Billy, qui avait secoué sa torpeur et se trouvait à présent pleinement réveillé. « Chut, chut, regarde. » Et l'homme lui tendit deux petits objets qui luisaient faiblement dans la lumière nocturne. « Regarde, c'est pour toi, Billy. Si seulement... » Mais ici, Billy l'interrompit et dans son empressement à dire ce qu'il avait à dire, son infirmité vocale réapparut. « Je ne sais pas ce que tu as en tête, ni où tu veux en venir, mais tu ferais mieux de retourner d'où tu viens. » Pendant un moment, l'autre ne broncha pas. Alors Billy, bondissant sur ses pieds, dit « Si tu ne files pas d'ici, je te balance pas par-dessus bord. » Il n'y avait aucune méprise possible. Le mystérieux émissaire décampa, disparaissant du côté du grand mât, dans l'ombre des baumes. Cet incident troubla terriblement Billy Budd. C'était une expérience toute nouvelle pour lui. La première fois de sa vie qu'il était personnellement approché en cachette et de si intrigante manière. Il garda la chose pour lui. Une fois, cependant, il ne put s'empêcher de s'en décharger sur le vieux Danois, incité peut-être à s'épancher de la sorte par la douceur de cette nuit-là. En entendant la version de Billy, le vieux Merlin des mers parut deviner davantage que ce qui lui était dit. Et après une brève méditation au cours de laquelle ses rides semblèrent se contracter jusqu'à ne former qu'un point, effaçant tout à fait pendant un moment l'expression moqueuse dont elle témoignait parfois, « Je te l'avais pas dit, Baby Budd. »« Dis quoi ?» demanda Billy. « Eh bien que Jimmy Longjambe en a après toi. » Peu de temps après, le capitaine d'armes apparut, le chapeau à la main, à l'emplacement des questions officielles, attendant respectueusement que le capitaine Weir, qui arpentait le pont arrière, le remarquât. Juste au moment où le capitaine Weir, perdu dans ses réflexions, l'air soucieux, était sur le point de faire demi-tour pour continuer sa promenade, il s'avisa de la présence de Claggart et, voyant son chapeau ôté et tenu à la main dans une attitude d'attente révérencieuse, il comprit ce que cela signifiait. À cet instant, il eut cette expression qui passe furtivement sur le visage de celui qui rencontre soudain une personne qu'il connaît assez bien et dont l'aspect néanmoins éveille en lui, pour la première fois, une sorte de vague aversion. Mais se reprenant et retrouvant à peu près toutes ses manières habituelles et officielles, à l'exception d'une sorte d'impatience qui se devina dans l'intonation de ses premiers mots, il dit « Eh bien, qu'y a-t-il, capitaine d'armes ?» Devant cette invitation, ou plutôt cette injonction à prendre la parole, Claggart parla. Ce qu'il dit, exprimé dans le langage d'un homme qui n'était pas dépourvu d'instruction, fut en substance qu'il en avait assez vu pour être convaincu qu'au moins un marin à bord, qui n'était pas involontaire,
était un individu dangereux au sein d'un équipage comprenant non seulement certains marins qui avaient pris une part coupable aux graves troubles récents, mais aussi d'autres, comme l'homme en question qui était entré au service de Sa Majesté par un autre moyen que l'engagement volontaire. Quelque chose dans les manières mêmes de l'officier qui détaillait méthodiquement ses accusations rappelait étrangement au capitaine un musicien qui avait porté un faux témoignage lors d'un important procès devant une cour martiale dont lui-même avait été membre lorsqu'il était lieutenant. Après avoir d'un ton péremptoire coupé la parole du capitaine d'armes alors qu'il s'apprêtait à lancer son allusion, il enchaîna rapidement avec cette question. « Vous avez dit qu'il y avait au moins un individu dangereux à bord. De qui s'agit-il » ? « William Budd, un gabier de grande une, votre honneur. Tel est son nom. »« William Budd » répéta le capitaine Vere, surpris. « N'est-ce pas lui que le lieutenant Ratcliffe a enlevé à un navire marchand il n'y a pas très longtemps ? Oui, ce jeune homme qui semble être si apprécié de ses camarades, Billy, le beau marin comme il l'appelle ? Lui-même, monsieur. Mais malgré sa jeunesse et son aspect avantageux, c'est un roublard. Ce n'est pas pour rien qu'il s'insinue dans les bonnes grâces de ses camarades. En dernier recours, ils pourront toujours dire au moins un mot en sa faveur. Est-ce que le lieutenant Ratcliffe vous a parlé, monsieur, du bond habile et gracieux qu'il a effectué dans le canot sous la proue du navire marchand lorsqu'on l'a emmené ? C'est sous cette manière d'air joyeux qu'il dissimule la profondeur du ressentiment qu'a provoqué en lui cet enrôlement forcé. Votre honneur, un piège se dissimule sous cette fleur aux couleurs éclatantes. En tant que personnage remarquable au sein de l'équipage, le beau marin avait tout naturellement attiré, dès le début, l'attention du capitaine. Bien qu'il ne fût pas très démonstratif envers ses officiers, il avait néanmoins félicité le lieutenant Ratcliffe de la bonne fortune qui avait été la sienne d'avoir déniché une aussi belle fleur, pleine de force et de beauté masculine, une fleur à peine éclose de son bouton. Quant à l'adieu que Billy avait lancé aux droits de l'homme, que le lieutenant d'embarquement lui avait en effet décrit, mais plus comme une histoire amusante qu'autre chose, il n'avait eu pour effet que de donner au capitaine Vere la meilleure opinion possible de Billy. En tant que militaire, il admirait cette force de caractère qui lui permettait de prendre un enrôlement forcé avec autant de gaieté et de raison. De plus, la conduite de Billy, du moins pour ce que le capitaine avait pu en observer, avait confirmé la première bonne impression qu'il avait eue de lui. Après une brève pause pendant laquelle les souvenirs qui viennent d'être évoqués défilèrent rapidement dans son esprit, il considéra le bien fondé de la dernière suggestion de Claggart, résumée dans l'expression « un piège sous une fleur », et plus il la considérait, moins il faisait confiance à la bonne foi du délateur. Il se tourna brusquement vers lui. « Vous venez vers moi, capitaine d'armes, pour me raconter une histoire aussi fumeuse ? Continuez donc. Citez-moi une action ou une parole avérée qui viendrait confirmer les accusations que vous portez contre lui. Et attention à ce que vous dites. Dans un cas comme celui-ci, il y a une place en bout de vergue pour les faux témoins. » Votre honneur, soupira Claggart en secouant doucement sa tête élégante en signe de triste désapprobation devant une sévérité de ton aussi imméritée. Et puis il se raidit, et se redressant comme pour protester de sa vertu, il détailla de manière circonstanciée certains mots et actes qui, pour peu qu'on leur portât crédit, contribuaient à faire peser sur Billy de redoutables présomptions de culpabilité. Et pour certaines de ces allégations, ajouta-t-il, des preuves substantielles étaient sur le point d'être apportées. Tout en s'efforçant de pénétrer de ses yeux gris, impatients et méfiants, le fond de ceux, calmes et violets, de Claggart, le capitaine Vere l'écouta à nouveau, puis il resta un moment à ruminer. Enfin, se tournant brusquement vers Claggart, il demanda « Capitaine d'armes, est-ce que Budd est de quart dans la une en ce moment ?»« Non, votre honneur. » Sur quoi, appelant l'aspirant le plus proche, « Tu connais Budd, le gabier de grande une ?»« Oui, monsieur. »« Va le chercher. Il est de repos. Et tant que vous ne serez pas arrivé ici à l'arrière, ne lui dis pas que c'est dans ma cabine qu'il est demandé. Capitaine d'armes, allez vous montrer en bas sur les ponts et tenez-vous prêt à suivre discrètement le marin dans ma cabine. » Lorsque le gabier de grande une se trouva en quelque sorte enfermé avec le capitaine et Claggart, il fut assez surpris. Mais c'était une surprise sans appréhension ni méfiance. Garde, fermez la porte, restez à l'extérieur et ne laissez personne entrer.
Maintenant, capitaine d'armes, dites à cet homme, les yeux dans les yeux, ce que vous m'avez dit. » Et il se prépara à scruter les deux visages qui se faisaient face. Claggart n'hésita pas un instant. Avançant résolument tout près du marin, il commença à parler. Sans emphase, et sur un ton encore plus musical que d'habitude, il énonça l'accusation de but en blanc en le regardant droit dans les yeux. Au début, l'accusé ne la comprit pas. Lorsque ce fut le cas, le teint rosé de ses joues parut frappé de lèpre blanche. Il se tenait debout, muet. Alors que les yeux violets de l'accusateur ne quittaient toujours pas ceux bleus et dilatés de Billy, ils subirent une extraordinaire modification. Leur couleur habituellement intense et sombre se troublant et se fondant en un pourpre boueux. Ces lumières de l'intelligence humaine, perdant toute expression humaine, saillaient glacées hors de leurs orbites, comme les yeux effrayants de certaines créatures innommables des profondeurs abyssales. « Parlez, matelot !» dit le capitaine Weir au jeune homme pétrifié, plus frappé encore par son aspect que par celui de Claggart. « Parlez ! Défendez-vous !» Exhortation qui ne provoqua chez Billy qu'une inefficace et muette gesticulation et un gargouillement. La stupéfaction causée par cette accusation si soudainement lancée contre lui, et peut-être aussi l'horreur que lui inspirait l'accusateur, ayant pour effet de révéler son défaut d'élocution et, dans le cas présent, de le transformer en une totale aphasie, tandis que son esprit et son corps tout entier se trouvaient tendus vers l'avant en tentant désespérément d'obéir à l'injonction de parler et de se défendre, tout ceci donnait à son visage l'expression d'une vestale condamnée sur le point d'être secrètement enterrée vivante, commençant à se débattre contre la suffocation. Bien qu'à ce moment-là, le capitaine Weir ignorât tout du défaut d'élocution de Billy, il le devina aussitôt, car cela lui rappelait avec force un jeune et brillant camarade d'école qu'il avait vu frapper de la même surprenante incapacité lorsqu'il se levait avec empressement dans la salle de classe pour répondre le premier à une question ardue soulevée par le maître. S'approchant du jeune matelot et posant sur son épaule une main apaisante, il lui dit fermement « Rien ne presse, mon garçon. Prenez votre temps. Prenez votre temps. » Contrairement à l'effet recherché, ces mots qui, prononcés d'un ton si paternel, touchèrent sans doute Billy au plus profond, provoquèrent chez lui des efforts plus violents encore pour parvenir à s'exprimer. Des efforts qui cessèrent bientôt et confirmèrent la paralysie, donnant à son visage l'expression d'un homme crucifié. L'instant d'après, aussi vif que la flamme de la gueule d'un canon, son bras droit se tendit, et Claggart s'effondra sur le pont. Que ce fût intentionnellement ou dû uniquement à la plus grande taille du jeune athlète, le coup avait été porté au front. Ce front si bien fait, si intellectuel qui semblait une caractéristique du capitaine d'armes, de sorte qu'il tomba en arrière, comme une lourde planche verticale basculant soudain. Un soupir ou deux, et il demeura immobile. « Malheureux garçon !» souffla le capitaine Weir si bas qu'on eût dit un chuchotis. « Qu'avez-vous fait? Mais venez, aidez-moi !» Les deux hommes relevèrent celui qui était au sol, le saisirent au bassin et l'assirent. La forme svelte obéit souplement, mais demeura inerte. C'était comme manipuler un serpent mort. Ils l'allongèrent à nouveau. Le capitaine Weir se redressa et, couvrant son visage d'une main, demeura aussi impassible que l'était l'objet à ses pieds. Était-il occupé à prendre toute la mesure de l'événement et à évaluer ce qu'il y avait de mieux à faire, non seulement dans l'immédiat, mais aussi par la suite? Il découvrit lentement son visage, et ce fut comme si la lune, après une éclipse, réapparaissait sous un tout autre aspect que celui qu'elle avait au moment où elle s'était cachée. Le père, en lui, qui s'était initialement manifesté auprès de Billy, se trouva remplacé par le maître de discipline. Sur un ton officiel, il ordonna au gabier de se retirer dans un réduit à l'arrière, il le lui désigna, et d'y rester jusqu'à ce qu'on l'appelle. Le coup du jeune matelot, le coup d'un athlète, un coup électriquement dynamisé par le spasme profond de son cœur, avait involontairement eu sur son objet l'effet instantané du jugement divin sur Ananias. Les examens habituels furent faits. Sur un signe du capitaine Weir, le chirurgien l'aida à transporter le corps dans un compartiment à l'arrière. Une fois la tâche accomplie,
L'officier fut brièvement éclairé sur les circonstances qui avaient conduit à cette tragédie. « Partez, maintenant », conclut le capitaine Vere. « Avant d'agir, j'ai besoin de quelques instants pour réfléchir à la ligne de conduite que je dois adopter. Ce cas de figure est sans précédent, et cela n'aurait pas pu survenir à un pire moment, pour moi ou pour celui qui a porté le coup. » En vérité, la situation était telle que le capitaine de l'Indomptable aurait volontiers reporté toute prise de décision autre que l'emprisonnement du gabier de Grande Hune jusqu'à ce que le navire eût rejoint son escadre et que l'affaire pût être soumise au jugement de l'amiral, à qui on aurait en même temps indiqué à quel point le gabier était loin d'être en réalité un mutin ou un meurtrier. Estimant que, à moins d'une action rapide, le geste du gabier, dès qu'il serait connu de tous, risquait de ranimer les braises assoupies du mécontentement de l'équipage, le capitaine fit passer en lui le sentiment de l'urgence de l'affaire avant toute autre considération. Mais bien qu'il fût scrupuleux en matière de discipline, il n'aimait pas l'autorité pour elle-même. Il était très loin de rechercher des occasions de monopoliser pour lui les dangers de la responsabilité morale, du moins aucun de ceux dont il pouvait dûment référer à un supérieur hiérarchique ou que pouvaient partager avec lui les officiers de son rang, voire ses subordonnés. Par conséquent, il fut heureux de ce que cela n'allait pas contre l'usage de porter l'affaire devant un tribunal militaire composé de ses propres officiers, se réservant le droit de superviser le tout ou d'intervenir officiellement si besoin. Une cour martiale fut donc sommairement constituée, dont il choisit les membres, le commandant en second, un officier marinier d'un grade inférieur, et le maître d'équipage. Une fois que tout fut rapidement préparé, Billy Budd fut appelé à comparaître. Le capitaine Vere, étant évidemment le seul témoin, dut provisoirement renoncer à son rang. Il relata avec concision tout ce qui avait conduit à la catastrophe, n'omettant rien de l'accusation de Claggart et indiquant de quelle manière le prisonnier l'avait reçu. En entendant ce témoignage, les trois officiers jetèrent à Billy Budd des regards d'intense surprise. Billy était le dernier homme qu'ils auraient suspecté du projet de mutinerie exposé par Claggart, aussi bien que de l'acte indiscutable qu'il avait perpétré. Le commandant en second, qui assumait la présidence de la cour, se tourna vers le prisonnier et dit « Le capitaine Vere a parlé. Ce qu'il a dit est-il conforme ou non à ce qui s'est passé ?» En réponse arrivèrent des syllabes prononcées avec une élocution moins encombrée qu'on eût pu l'imaginer. C'étaient les suivantes. Le capitaine Vere dit la vérité. Tout s'est passé exactement comme le capitaine Vere l'a dit, mais pas comme le capitaine d'armes l'a dit. J'ai mangé le pain du roi et je suis fidèle au roi. Je vous crois, mon garçon, dit l'unique témoin dont la voix trahissait une émotion contenue que rien d'autre ne laissait paraître. Que Dieu vous bénisse pour cela, votre honneur, dit Billy, non sans bégayer et profondément bouleversé. Mais il fut aussitôt obligé de se ressaisir car une autre question survint à laquelle il répondit avec davantage de difficulté d'élocution. Je n'ai jamais cherché à nuire au capitaine d'armes. Je suis désolé qu'il soit mort. Je n'ai pas voulu le tuer. Si j'avais pu utiliser ma langue, je ne l'aurais pas frappé. Mais il a menti ignoblement en me regardant dans les yeux et en présence de mon capitaine, et il fallait bien que je réponde, et je n'ai pu le faire qu'avec un coup. Dieu me vienne en aide. Il lui fut demandé ensuite s'il avait entendu parler, ou s'il suspectait quoi que ce fût qui laissa penser que des désordres, c'est-à-dire une mutinerie, bien que le terme explicite fût évité, couvaient dans une partie quelconque de l'équipage. La réponse tarda à venir. La cour en attribua naturellement la cause au même embarras vocal qui avait retardé ou obstrué les réponses précédentes. Mais il en allait peut-être autrement. La question rappela aussitôt à Billy son entrevue avec l'homme du gaillard d'arrière dans les chênes de Auban. Cependant, une répugnance instinctive à jouer un rôle qui pût se rapprocher de celui de dénonciateur d'un de ses camarades, répugnance due à ce même sens dévoyé de l'honneur qui l'avait empêché de rapporter l'affaire au moment voulu ainsi qu'eût dû le faire un marin loyal de la flotte de guerre. Ceci, ajouté au sentiment désormais aveugle qui était le sien, à savoir que rien ne se tramait réellement, prévalut en lui. Et lorsqu'arriva la réponse, elle fut négative. Le commandant en second, qui avait, au début, assuré tout naturellement la présidence de la cour, obéissant à présent à un regard du capitaine Vere, un regard plus expressif que des mots, reprit alors son rôle. Et se tournant vers le prisonnier,
Bud, dit-il sur un ton mal assuré, Bud, si vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense, dites-le maintenant. Sur ce, le matelot lança un autre coup d'œil au capitaine Vere. Puis, comme s'il avait déduit de son attitude une indication qui confirmait son propre instinct, il répondit « J'ai tout dit, monsieur ». Le marin qui s'était tenu près du matelot pendant la procédure, celui-là même qui avait été en faction devant la porte de la cabine du capitaine pendant que le gabier, suivi du capitaine d'armes, y était entré, reçut alors l'ordre de le ramener dans le réduit à l'arrière. Lorsque le capitaine Vere parla, quelque chose, tant dans ses propos que dans sa manière de les exposer, montra l'influence que peuvent exercer les études solitaires qui viennent modifier et tempérer la formation pratique d'une carrière active. Voici ce qu'il dit. Jusqu'ici, je n'ai été qu'un témoin, je n'ai joué que ce rôle-là, aucun autre. Et je n'aurais pas songé à revêtir le rôle d'un coadjuteur judiciaire, ce que je vous propose à présent, si je n'avais pas perçu en vous, mes amis, et à un moment critique, une trouble hésitation qui provient, je n'en doute aucunement, d'un scrupule provoqué par la compassion. Cette compassion est naturelle. Comment pourrais-je ne pas la partager? Mais, soucieux de mes obligations, je lutte contre tout élément susceptible d'affaiblir ma résolution. Non pas, soyez-en persuadés, que je me dissimule à moi-même le caractère exceptionnel de l'affaire. Mais pour nous, qui ne sommes que des militaires n'agissant ni en casuistes ni en moralistes, il s'agit d'un cas pratique qui doit être traité de façon pratique par la loi martiale. Quant à vos scrupules, s'agitent-ils dans l'obscurité? Défiez-les. Forcez-les à s'avancer en pleine lumière. Voyons maintenant, vous souffle-t-il quelque chose comme ceci? Comment pouvons-nous condamner à une mort sommaire et honteuse un homme innocent devant Dieu et dont nous sentons bien qu'il l'est? La question est-elle correctement posée? Vous acquiescez tristement. Eh bien, je ressens la même chose, dans toute sa force. C'est la nature. Elle est irrésistible. Mais nous sommes officiers du roi, et lorsque nous avons reçu nos brevets militaires, nous avons, d'une certaine manière, cessé d'être des agents naturels libres. Vous comprenez? Notre responsabilité est la suivante. Quelque impitoyable que puisse être la loi en dernière instance, nous devons néanmoins nous y conformer et l'administrer. Il fit une pause, les observa gravement pendant un moment, puis reprit. Hésitons-nous? Pour nous raffermir un peu, revenons-en aux faits. En temps de guerre, en mer, un marin frappe son supérieur et le coup est mortel. Sans même considérer sa conséquence, le coup en lui-même, selon les lois sur la mutinerie, est un crime capital. De plus, oui, monsieur, intervint avec émotion l'officier marinier, en un sens, c'est exact, mais assurément, le marin ne projetait ici ni mutinerie, ni homicide. Assurément, mon ami. Et devant un tribunal moins arbitraire et plus clément qu'une cour martiale, cet argument serait clairement une circonstance atténuante. Mais qu'en est-il ici? Nous sommes soumis aux lois sur la mutinerie. Aucun enfant ne peut davantage ressembler à son père que ces lois ressemblent, dans l'esprit, à ce dont elles découlent, la guerre. Et tandis que, vous exposant cela en raison de troubles en vous que je ne peux que respecter, je ne fais que me répéter, tandis que nous prolongeons si étrangement ce qui devrait être décidé sommairement, l'ennemi pourrait être signalé et une confrontation s'ensuivre. Nous devons agir. Et nous devons agir dans un sens ou dans l'autre. Condamner ou acquitter. Ne pouvons-nous pas le déclarer coupable tout en atténuant la peine? Demanda le maître d'équipage à un sous-lieutenant qui, la voix tremblante, prenait la parole pour la première fois. Lieutenant, même si cela était clairement légal pour nous au vu des circonstances, considérez les conséquences d'une telle clémence. Les gens, il voulait parler de l'équipage, ont un bon sens naturel. La plupart d'entre eux connaissent parfaitement l'usage et les traditions de notre marine. Comment prendraient-ils la chose? Ils sont depuis si longtemps façonnés par l'arbitraire de la discipline qu'ils n'ont pas cette sorte de souplesse réactive de l'intelligence qui leur permettrait de comprendre et de faire preuve de discernement. Non, pour ces gens,
L'acte commis par le gabier de grande une, quelle que soit la manière dont on le leur présente, sera un homicide pur et simple, un acte flagrant de mutinerie. Quel est le châtiment qui doit suivre? Ils le savent. Mais si ce châtiment ne suit pas, pourquoi rumineront-ils? Vous savez comment sont les marins. Ne se référeront-ils pas aux récents événements de la Nord? Votre sentence clémente, ils la jugeront pusillanime. Ils penseront que nous faiblissons, que nous avons peur d'eux, peur d'appliquer une loi sévère, peur que cela ne provoque de nouveaux troubles. Billy Budd fut officiellement déclaré coupable et condamné à être pendu à un bras de vergue au premier quart du matin, car la nuit était maintenant tombée. Sans quoi, comme c'est la coutume en de pareils cas, la sentence aurait été exécutée immédiatement. En temps de guerre, sur le champ de bataille ou en mer, une condamnation à mort décrétée par une cour martiale, parfois sur le champ de bataille suite à un simple signe de tête du général, suit immédiatement le jugement sans appel. C'est le capitaine Weir lui-même qui, de sa propre initiative, communiqua la décision de la cour aux prisonniers, se rendant à cet effet dans le réduit où il était détenu et demandant aux marins qui le gardaient de se retirer un instant. Ce qui, en dehors de la communication de la sentence, se déroula pendant cette entrevue, nul ne le sut jamais. La première personne qui croisa le capitaine Weir au moment où il quitta la cabine fut le commandant en second. Le visage qu'il vit alors, exprimant à cet instant la souffrance des forts, fut pour lui pourtant quinquagénaire une révélation bouleversante. Le condamné souffrait moins que celui qui avait effectivement prononcé la condamnation. La mer, alors, était tranquille. On installa la garde marine en armes de chaque côté du gaillard d'arrière, et le capitaine Weir, se tenant à son poste entouré de tous les officiers du carré, s'adressa à ses hommes. En termes clairs et concis, il leur raconta ce qui s'était déroulé dans sa propre cabine, que le capitaine d'armes était mort, que celui qui l'avait tué avait été immédiatement jugé par une cour martiale et condamné à mort. L'annonce du capitaine fut écoutée par la foule des marins debout, dans un mutisme semblable à celui d'une assemblée assise de fidèles qui, convaincus de l'existence de l'enfer, écoutent le sermon calviniste de leur pasteur. À la fin, cependant, un murmure confus s'éleva. Mais immédiatement, sur un signe, il fut transpercé et dissipé par les coups de sifflet du maître d'équipage et de ses seconds adressés à la bordée. C'est en vain que l'aumônier chercha à impressionner le jeune barbare avec des représentations de la mort semblables à celles véhiculées par les crânes, les sabliers et les os entrecroisés des vieilles pierres tombales. Tout aussi futiles furent, selon toute apparence, ses efforts pour lui présenter l'idée de la religion et celle d'un sauveur. Billy écoutait, mais moins avec crainte ou respect sacré que par une certaine politesse naturelle qui considérait tout cela de la même manière que la plupart des marins de sa classe prennent mes discours abstraits ou éloignés du ton ordinaire de la vie quotidienne. Mais l'aumônier de l'Indomptable était un homme doté de cette espèce de bon sens qui accompagne les cœurs bons. Aussi n'insista-t-il pas dans le sens de sa foi. À la demande du capitaine Weir, un lieutenant l'avait informé de presque tout ce qui concernait Billy. Et comme il sentait cette innocence qui était plus précieuse encore que la religion pour faire face au jugement, il se retira à contre-cœur. Mais non sans avoir accompli, sous l'emprise de l'émotion, un geste assez étrange pour un Anglais et plus encore, étant donné les circonstances, pour un prêtre. Se penchant, il embrassa la bonne joue de son semblable. La nuit, si lumineuse sur le pont d'Espars et sur les eaux, mourut. On amena bientôt le prisonnier sous la vergue de l'Indomptable. Les derniers préparatifs concernant le condamné furent rapidement conclus par 2 maîtres d'équipage. Tout allait bientôt être consommé. Presque au tout dernier moment, les mots de Billy,
ces seuls mots qu'il prononça sans le moindre embarras furent ceux-ci. « Dieu bénisse le capitaine Weir !» Cette bénédiction, si inattendue de la part d'un homme portant au cou l'ignominieuse corde, eut un effet phénoménal que vint multiplier la beauté propre du marin. Involontairement, pour ainsi dire, comme si, en vérité, la populace d'un navire était le véhicule d'un courant électrique vocal, d'une seule voix, provenant à la fois d'en bas et d'en haut, des ponts et de la mâture, retentit un écho sonore « Dieu bénisse le capitaine Weir !» Et pourtant, Billy seul devait être alors dans leur cœur, comme il était dans leurs yeux. Lorsque ces mots furent prononcés et que l'écho spontané les eut puissamment répercutés, le capitaine Weir, soit sous l'effet d'une stoïque maîtrise de soi, soit sous celui d'une sorte de paralysie temporaire provoquée par le choc émotionnel, se tint raide et figé comme un mousquet dans un râtelier d'armurerie. La coque hérissée de canons venait à peine de recouvrer sa ligne de flottaison lorsque le signal fut donné. Au même moment, la toison vaporeuse qui flottait bas vers l'est prit l'apparence glorieuse de celle de l'agneau de Dieu dans une vision mystique. Et simultanément, suivi du regard par la masse compacte des visages dressés, Billy s'éleva. Dans la silhouette ligotée qui atteignit le bout de la vergue, nul mouvement n'était visible, sinon celui que créait le lent roulis de la coque par temps calme, si solennel sur ce grand navire lourdement armé. Le silence qui avait accompagné l'ascension fut bientôt troublé par un son difficile à décrire avec des mots. Quiconque se trouvant au pied de collines a pu percevoir le premier murmure d'un torrent qui dévale à travers les forêts, celui-là pourra se faire une idée du son que, non sans inquiétude, entendirent alors les officiers assemblés autour du capitaine Weir. Il venait pourtant de tout près, plus précisément de la foule amassée sur le pont d'Espar du navire. La signification de ce murmure inarticulé était difficile à définir, à ceci près qu'il semblait indiquer un revirement capricieux de la pensée ou du sentiment. Mais avant que ce murmure eût le temps de se solidifier en quelque espèce de clameur que ce fût, il fut contré par une commande stratégique dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle survint avec une soudaineté inattendue. Sifflez le quart de tribord, maître d'équipage, et veillez à ce qu'on obéisse promptement. Les coups de sifflet stridents de l'adjudant et de ses seconds transpercèrent ce son lourd et menaçant et le dissipèrent. Et cédant à la mécanique de la discipline, la foule se réduisit de moitié. Parmi ceux qui restèrent, la plupart furent affectés à ce type de tâches provisoires toujours susceptibles d'être rapidement ordonnées par les officiers de pont. Il n'est pas nécessaire de donner les détails de cette ultime formalité. Mais lorsque la planche inclinée laissa glisser son paquet dans la mer, on entendit un deuxième murmure humain, étrange et inarticulé, auquel se mêlait à présent un autre son inarticulé qui provenait de quelques lugubres oiseaux des mers qui tournoyaient en criant au-dessus de l'endroit. Pour des marins aussi superstitieux que ceux de l'époque ayant précédé la nôtre, des hommes d'un navire de guerre qui venaient d'assister au prodige de cette immobilité suspendue à un bout de vergue, pour de tels marins, les agissements des oiseaux de mer étaient lourds d'une puissante et funeste signification. Un mouvement confus naquit parmi eux qui se mit à provoquer quelques remous. Cela ne fut toléré que pendant un moment. Car soudain le tambour battit le branle-bas général et dispersa la multitude. À présent, il faisait grand jour. La toison vaporeuse au bas de l'horizon s'était évanouie, vaincue par le soleil qui, auparavant, l'avait tant glorifiée. Baby Bud marin de Herman Melville. Lu par Laurent Poitrenaud. Traduction Christian Garcin et Thierry Gilliboeuf. Choix de texte Judith Siboni. Conseillère littéraire Caroline Oisana. Baby Bud marin est publié dans Herman Melville, l'intégrale des nouvelles, aux éditions Finitude. Musique originale Lucas Lelièvre. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous, Antoine Viossa. Assistante à la réalisation,
Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossire.